and foremost, when it comes to Florida, our hearts and hers are with people in Florida that are facing a devastating hurricane, which is Hurricane Milton. To all Canadians that are registered with the embassy, every one of you should have received an email. And the message is clear, is please follow the U.S. authorities' evacuation orders. This is about making sure that your life is safe, that the life of your loved ones are safe as well. And for all of those who are thinking of going to Florida right now, wait, this is not the time. So, of course, we're in contact with American officials. Donc, pour tous ceux et celles qui sont présentement en Floride, bien entendu, nos pensées sont avec vous. Le plus important présentement, c'est, s'il vous plaît, suivez les ordres d'évacuation. Vous savez, il y a plusieurs politiciens qui sont sortis pour vous dire de faire attention à votre vie, de faire attention justement et de suivre les ordres d'évacuation. S'il vous plaît, faites-le. Et pour tous ceux et celles qui pensent aller en Floride présentement, attendez, ce n'est pas le temps. Tous ceux et celles qui ont été enregistrés auprès de l'ambassade, vous devriez avoir reçu un courriel et essentiellement le message est celui que je viens de vous donner. Donc, je suis en contact, l'équipe est en contact avec des membres des autorités américaines et on suit la question de très près. Lebanon. Donc, now, on the question of Lebanon, 122 Canadians are leaving Lebanon today on a new flight, and we're also assisting the departure of 15 UK citizens. Tomorrow there will be 100 new seats on a flight between, again, Beirut and Istanbul, and there will be more to come. At this point, we're at 1,200 Canadians that have been assisted in departing Lebanon. And of course, my message is always the same. The situation is extremely volatile, extremely dangerous. Please, if you're offered a seat, take it. What we're seeing is there's around 100 people contacting us now per day to get more information about assisted departures. Everybody should have been contacted. So please make sure to go on the website of Global Affairs Canada, seeing the link to Lebanon, and get the information. It's really, really important. Donc, présentement, aujourd'hui, il y a 122 personnes qui quittent le Liban et on va appuyer le départ de 15 citoyens britanniques. Demain, il y a environ 100 sièges qui sont réservés pour des citoyens canadiens pour quitter Beyrouth en direction d'Istanbul. Il y a environ 1200 Canadiens qui ont, à ce stade-ci, été soutenus dans cette opération de départ assisté. Et il va y avoir plus d'informations qui vont être données au cours des prochains jours à cet effet-là. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a environ 100 personnes par jour qui nous contactent, qui communiquent avec nous pour avoir plus d'informations. Toutes ces personnes-là sont contactées. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Affaires mondiales Canada. Oui. On Mr. Poilievre's comments yesterday, he said he doubled down on his comments that he would support Israel proactively striking Iran's nuclear sites. Does that concern you about an escalation, or is that something that Canada would support as well? First and foremost, the position of Canada has always been to bring back peace and stability to the Middle East. Israel has said that they would retaliate and that they would do so, and consequences would be severe. What the G7 has said, all countries of the G7, is that answer needed to be proportionate. And that's what we'll continue to advocate for. And we stand along the 7 most influential and impactful countries in the world. And so specifically targeting those nuclear sites, would that be proportionate? My point is it needs to be proportionate, and the President of the United States has already said that he's against it. On Lebanon, can I just ask you, just for Canadians whose family members are non-Canadian, they're not Canadian. Yes, Lebanon. Do they need a Canadian visa to get on these flights, these Canadian flights? Because we're hearing that they can't get on. Yeah, so that's a very good question. We've been having 2 approaches. We've been sometimes
offering charters, and sometimes we've been offering seats on commercial flights. So we've been able to adjust to the different realities of Canadians. So in that sense, we've been able to offer solutions to Canadians that had issues with some of their loved ones, you know, basically children or spouses, that didn't have all their documents ready. That being said, my message is always the same. Get your documents ready. It's really important. But I understand that at this point, because we've been dealing with more than 1,000 Canadians that have different circumstances, from different walks of life, that's why we've been able to be adaptable. For those who don't have the documents, like what option is there? Can they take the charter? Can they take the seats that are reserved? They can take the seats, and that's on commercial flights because we're sending them to Turkey. So that's why we've been need a visa on the commercial flights. That's why we've been working with some cases. On the hurricane, do you have an idea of how many Canadians are in Florida at the moment? It's a popular spot for snowbirds. And what would your advice be if people have property down there and are worried about their property in the aftermath of what happens? So on that very question, my department will be able to answer you today, because of course I asked that question, and we know that there are millions of Canadians that go to Florida every year. That being said, as of now, how many are in the affected region? I need to get back to you with that number. That being said, we know all of us go to Florida. We don't necessarily register with the embassy. And so when you look at the number, it's just an indication, but that's clearly not the entire picture. And for people with property down there in the aftermath of the storm, what should they be doing and who should they be contacting? And how might consular services be impacted for the Canadians who are down there right now in a natural disaster scenario like this? So in every form, can you just, thank you. Okay, so for everyone that is affected by the situation, of course, people need to follow evacuation orders because you have to follow the local authorities, what they say. And you've heard it many times, it's a question of life or death. So people need to follow the evacuation orders. It's really, really important. And we're there to assist anybody that has questions or need help. Of course, Canada stands ready. La sanction que M. Poilievre a eue de ne pas pouvoir parler pendant une journée, est-ce que c'est assez sévère, selon vous? Non. Il devrait être tenu au silence plus longtemps. Mais c'est parce que la réalité avec Pierre Poilievre, là, c'est que même s'il continue à dire des mensonges, c'est pas parce qu'il continue que ça va devenir une vérité. Fait que là, il a continué à dire ses mensonges hier, puis là, il va continuer aujourd'hui. Puis entre-temps, il s'est toujours pas excusé. Et moi, je vais mettre la pression sur Pierre Poilievre chaque jour pour faire en sorte qu'il s'excuse. Sur ses commentaires sur Israël ce serait correct qu'il bombarde, qu'il cible des sites nucléaires en Iran. Est-ce que ça vous inquiète? Vous parlez constamment de désescalade. Est-ce que c'est ce genre de commentaires? Le problème avec Pierre Poilievre, là, c'est que lorsqu'il regarde le conflit au Moyen-Orient, il n'est pas capable de dire le mot paix. C'est comme un tabou. Là, présentement, ce que les gens au Canada veulent, c'est un retour à la stabilité et à la paix. C'est ce que les gens en Israël veulent. C'est ce que les gens à Gaza veulent. C'est ce que les gens en Cisjordanie veulent. C'est ce que les gens au Liban veulent. Sincèrement, là, le plus important, c'est qu'on puisse ramener la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. La position du Canada, elle est historique. Et c'est ça que Pierre Poilievre fait en sorte de changer comme position. La position du Canada, ça a toujours été qu'on pense que c'est une bonne chose d'avoir une solution à 2 États. Parce qu'à terme, la solution va être la même. Les Israéliens, les Palestiniens ont le droit de vivre en paix et en sécurité, l'un à côté de l'autre dans leur État. Et c'est la position du Canada depuis 30 ans, depuis les accords de Oslo. Et c'est la position que le gouvernement Netanyahou est contre. Et c'est la position que le Hamas essaie d'empêcher. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé les attentats du 7 octobre dernier. Et c'est pour ça aussi qu'ils détiennent encore des otages. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération des otages. Le Hamas doit déposer ses armes. On doit avoir un cessez-le-feu avec le Liban, donc c'est-à-dire entre le Hezbollah et Israël. Et on doit avoir une désescalade. Un point, c'est tout. Cibler les installations nucléaires. Est-ce que c'est proportionnel, selon le Canada, de cibler les installations nucléaires? Le droit international est clair là-dessus.
Lorsqu'on vient à des interventions militaires, on doit viser les sites militaires. Un point, c'est tout. Donc, la question que vous me posez a déjà été répondue au niveau du point. Just English on Okay. So, the problem with Pierre Poilievre is that using the term peace is a taboo for him. We all know that what is required right now in the Middle East is peace and stability. That's what people in Israel want. That's what people in Gaza want. That's what people in Lebanon want. That's what people in the West Bank want. And Canada has had the same position for 30 years since the Oslo Accords, which is the one of a two-state solution, which Pierre Poilievre is actually against. And you know what? The Netanyahu government is also against. And Hamas is also against. Because Hamas wanted to launch the attack on 7th of October last year to make sure that that would not happen. And not only that, that the deal with Saudi Arabia would not happen. Also, they still have the hostages, and they haven't released them, and they're still in control of Gaza. And so our position is clear. We need to bring back peace and stability to the Middle East. We need, like I said, a ceasefire in Gaza and the release of hostages, and Hamas must lay down its weapons. We need a ceasefire in Lebanon between Hezbollah and Israel, and we need to make sure that ultimately we bring back peace and stability in the Middle East. Are you saying that this potential, well, the proposal of Mr. Poilievre to preemptively strike nuclear production facilities, are you saying that that's against international law or against Canada's policy towards how to get to peace? Well, first, it is against international law, period. Second, we need to make sure that there's a proportionate response by Israel to, of course, an attack that they were victims of by Iran. So that's why the G7 came as one. And we said we need to make sure that Israel has a proportionate response. So I was talking with American colleagues again yesterday to make sure that we put pressure on the Israeli government. And at the same time, that we're able to put pressure on all parties, and Iran, who's a terrorist regime, with all its terrorist proxies, which are Hamas, Hezbollah, the Houthis, to make sure that we put pressure on them too. So diplomacy is still happening, and diplomacy can bring back peace and stability to the Middle East. So is it time for Canada then to accelerate its recognition of the other state in this two-state solution, Palestine? Well, the committee is already looking into that right now. I've had numerous conversations. Independent, though. You said before that this committee is doing independent work. Yeah, that's it. But that's why they're doing that independent work, which is important. What we said on the recognition of Palestine, which is our position that I announced back in May, and the Prime Minister announced back in May, and that I mentioned at the UN's also at the General Assembly 2 weeks ago, is that Canada, when it will be the right time, will recognize the Palestinian state. Why? Because there are two things. First, the Netanyahu government is against it. Second, Hamas is still in control of Gaza and in control of hostages, and that's why, since we don't have the right parties to get it, Canada reserves its right to say when it will be the right time. And right now, we need to agree on what will be the conditions for that recognition, because I think that recognition will be impactful, because Canada is a country that has a lot of impact in the world, and that's why we're looking at what could be the conditions, and the work being done by the committee is important. Thank you. Just say yes and handle the documents. The RCP just Israel would target nuclear sites in Iraq. Our job is to de-escalate this. We don't want a further regional war. Obviously, we want diplomacy. War kills people, so everything we do should be de-escalating the situation. We want a ceasefire. We want a ceasefire with Gaza and Hamas. We want a ceasefire with Hezbollah. Both ceasefires are critically important. And anything that escalates the war
is problematic. There have been empty seats on some of these Lebanon flights. Is there any thinking about adjusting the process, or do you think you have to make any changes in how it's working out? I mean, I did the repatriation during COVID with 75,000 people, and we had planes all over the world. It's a very complicated process. I'm not particularly doing it right now. My colleague Pam Damoff is doing it. What ends up happening on these flights is that we end up trading seats with other countries. Someone's got 10 seats, some needs 10 seats. This is back and forth because we work with our allies to get people out. So our number one goal is to get people out. We also are in constant contact with people. Some people end up deciding at the last minute to stay. And I've been through this with COVID, and it's sort of frustrating for our officials, but we have to respect people, and they're trying to get out. Monsieur Poilievre dit que, selon lui, ça serait correct de cibler les installations nucléaires iraniennes en ce moment. Exactement la même chose en français qu'en anglais. C'est nécessaire d'avoir prendre toutes les opportunités de faire une déescalation. C'est un mot en français, déescalation? Déescalade. C'est absolument nécessaire d'avoir toutes les choses diplomatiques, toutes les paroles, tous les je dois avoir une escalade de la situation. Les autres choses sont pas une assistance pour la situation. Je pense que c'est la solution est toujours diplomatique. Can I ask you just about Poilievre again, just about him blaming your government for being responsible for a rise in anti-Semitism in this country? What do you think about that? Absolutely false and untrue. The reality is we take measures every day to counter hate. This is the government that has countered hate in every way, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, sexism, and everything. That is the core value of this party. And the reality is anti-Semitism is on the rise because it is being fostered by all sorts of forces in our society, many of whom Pierre Poilievre supports. So let's get really clear about this, that if there's a problem in this country, it's Pierre Poilievre who stokes the flames of anger and frustration, and he does nothing to solve it, to heal it, to bring it down. Our government will continually be about that. His attack on my minister was absolutely unacceptable, and I'm glad he has paid a price for it. David, your question is one that I will be working with Ireland on. Probably, but I'm not here to tell you what's going on between the parties. But as liberal, I believe negotiating and keeping dialogue with others is extremely important, especially in situations like we are experiencing now in Canada. I am always to negotiate. We should never stop negotiation. Do you think it's a reasonable timeline, the October 29th? You don't think, Blanche has said that there's no room for flexibility on that. Do you think that that's reasonable? I think, as we said in English, if there is a will, there is a way. We should always keep going. Qu'est-ce que vous pensez de M. Poilievre dit que ce serait correct qu'Israël cible des installations nucléaires en Iran? Écoutez, comme être vivant, un homme qui pense d'être le Premier ministre d'un grand pays comme le Canada, s'il dit quelque chose, je laisse au peuple canadien de juger. Au lieu de faire l'impossible pour trouver une solution permanente, globale, pour les deux parties et pour la création de deux États qui peuvent vivre en sécurité, et paix, il peut dire pourquoi on ne lance pas de bombes nucléaires. Je pense que c'est hors de notre planète. Je ne sais pas que c'est je veux dire comme satanic thinking. Merci. Situation in Lebanon. Could you actually just repeat that in English? I was about to ask that, and I gave it to him. In a situation like that, a gentleman who doing his best to become the Prime Minister of Canada, instead of working and keeping the reputation of Canada as a peace country. You have to remember, under Lester B. Pearson, Canada created the peacekeeping force, and that's one of the best heritage. So instead, a person who doing his best to be a Prime Minister,
instead of bringing both parties together, doing his best, according to our Canadian vision, creating two states, living side by side in peace and security, thinking in using nuclear bomb, this is a satanic thinking. I will never, and I don't think anyone in the world, including the responsible of the state of Israel, will agree with what he said. Quand M. Poilievre dit que la façon dont les libéraux gèrent la question au Moyen-Orient, ça génère de l'antisémitisme au Canada, vous répondez à quoi? Je ne veux pas demander à M. Poilievre, mais je suis contre à 99,9%. Ce qui dit M. Poilievre, c'est contre la vérité. Pardon. Est-ce qu'il faut bannir Samidoun, selon vous, au Canada? Le groupe Samidoun, est-ce qu'il faut le bannir ici au Canada, comme M. Poilievre a demandé hier? Je laisse à l'autorité canadienne d'analyser ça. Et s'ils pensent qu'il faut bannir, il faut bannir. Mais on attend. Nous avons des départements très, très expérimentés pour traiter des dossiers comme ça. Ce n'est pas à moi à décider, c'est au gouvernement et des services de renseignement canadiens. Do you think your government's done enough to get Canadians out of Lebanon? We're doing our best, really. And as a man who born and raised in Lebanon, for almost 8 months, I was saying, please leave Lebanon. The situation is not that comfortable, and those Lebanese Canadians who are here do not go. Some of them decided to go, but I could tell you, including myself, our Minister of Foreign Affairs and everyone involved, we're preparing a good program, but we're doing step by step. We have a priority, and those priority goes according to case by case. So Canada doing, and I believe financial aid to Lebanon, Canada is stepping forward and doing its best also. The Lebanese people thanking the government of Canada. I myself, I thank all Canadian citizens, Canadian politicians from all sides in standing in this difficult way with the Lebanese people. Thank you very much. Thank you. Saying that he supports Israel. Can I say about Poilievre, just about him blaming your government for being responsible for a rise in anti-Semitism in this country? I don't know. I think that's probably a reckless policy decision to be making right now, and it's not one for Canada to make. The Israeli government, the American government, and our allies have a role to play, certainly, in making sure that the threat of Iran and Iran's proxies is dealt with. But anything that escalates tensions, as opposed to de-escalating tensions, I think would be in opposition to what's in the best interest of the world. But having said that, as I've said before, for a long time, Iran poses a serious threat, and we have to deal with that. Whether preemptively striking a nuclear facility or not is the best way to A, de-escalate tensions, and B, to deal with the threat that they pose is another matter. As a Jewish MP, what is your reaction to the suggestion from the Conservatives that the Liberals played a part in the rise of anti-Semitism in Canada? It's nonsense. I spoke to this yesterday as well. This place is about politics, and I can appreciate that to a certain extent. But right now, our responsibility as public officials, as elected officials, is to do everything that we can to be a part of the reparation of relationships in our communities. And this type of language and hyperbole doesn't help, and it's not true. I, as a Jewish MP, have spent many hours over the course of the past year fighting to represent the Jewish community, to make sure the Jewish community feels safe and heard, and that goes for my colleagues as well. So the assertion that the rise in anti-Semitism is as a result of the policy positions of the government is completely false. How are your negotiations going with the Bloc? As I've said many times, I don't discuss publicly how conversations with other House leaders go. Is a counter offer on the table by chance?
Sorry? A counter offer on the table where maybe there I is think some way where you can... I think the same answer stands, as I don't discuss conversations that I have with other House. La première, c'est à propos du même sujet, c'est-à-dire quelles sont les portes qui sont ouvertes, quels sont les outils que vous avez pour mettre fin à l'obstruction et vous entendre avec un parti d'opposition et êtes-vous en train de négocier? Je parle toujours avec mes collègues dans les autres partis, c'est ce que je dis toujours et c'est la vérité. Voilà, une question importante, c'est pourquoi les conservateurs ne veulent pas que cette motion va au comité des chambres pour l'étudier. C'était extrêmement clair dans la décision du président du chambre qu'il a dit que c'est une situation extraordinaire, ça devrait aller au comité pour l'étudier, pour que la Chambre prenne la décision de qu'est-ce qu'il va faire avec quelque chose de sans précédent extraordinaire. Et les conservateurs sont en train d'obstruire leur propre obstruction. Alors, c'est une excellente question pour eux. Pourquoi ils ne veulent pas que cette décision va au comité? Et, à mon avis, je crois, parce qu'il va y avoir des experts qui disent que c'est inapproprié et c'est un abus du pouvoir de la Chambre. Ben, poser la question à M. Poilievre, je veux dire, l'ordre du président de la Chambre est assez clair. Mais ce que ça veut dire aux gens qui nous regardent, c'est simple. S'il est prêt à confronter le président, imaginez si c'est vous un jour qui n'êtes pas d'accord avec M. Poilievre, ce que ça va donner. Là, vous avez un ordre du Parlement très clair. Vous avez le commissaire de la GRC qui s'est exprimé. Vous avez la vérificatrice générale du Canada qui s'est exprimée. Et le président a tranché, il a dit, cette question-là, ça doit être étudié par un comité. Pourquoi? Parce que le commissaire de la GRC, pas n'importe qui, là, le commissaire de la GRC dit, si vous faites ce que M. Poilievre suggère, vous allez brimer les droits et libertés des gens. Vous avez la vérificatrice générale qui dit, ne utilisez pas les documents que j'ai obtenus pour transmettre de la façon dont M. Poilievre suggère, parce que vous empêcheriez dans les prochaines enquêtes de la vérificatrice, vous porteriez préjudice. Imaginez, là, vous avez Poilievre qui veut porter préjudice au travail de la vérificatrice générale. C'est sérieux. Quand vous avez la vérificatrice générale et le commissaire de la GRC qui disent il y a un problème, moi je pense que comme Canadiens et Canadiennes, pour préserver notre démocratie, pour préserver la justice naturelle, pour préserver le droit de ces personnes-là, parce qu'il faut comprendre, dans les documents que M. Poilievre veut envoyer, il y a, par exemple, les dossiers personnels d'employés et d'anciens employés. Imaginez, il y a des lois dans ce pays-là. On ne peut pas, parce qu'on est au Parlement, faire fi de toutes les lois. Il y a la protection de la vie privée, il y a la protection, par exemple, si la police veut obtenir des documents, il y a une procédure, il y a un subpoena qui est émis. On ne peut pas faire fi de tout ça. Dans le fond, ce que vous voyez avec M. Poilievre, c'est que lui, il fait fi de toutes les règles, il est prêt à brûler tout, et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on se tient debout pour la démocratie, on se tient debout pour les Canadiens et Canadiennes, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être STDC. Demain, ça sera qui? Ça sera quelle organisation? Puis imaginez une organisation indépendante, créée par le Parlement, en 2001, gérée par les conservateurs pendant des années. Et là, on est prêt à faire fi de toutes les lois au pays. Il y a un danger pour la démocratie. Well, because the RCMP commissioner has spoken. The RCMP commissioner and the Auditor General have been very, very clear to say, do not proceed this way. There are procedures existing. There are ways to do that would preserve the rights and the rights of the people which you're talking about. Imagine, what he's suggesting is that you would turn over personal files of people, of employees and former employees of a third-party entity. This is pretty wide. You're saying that now Parliament would say to an arm's-length entity, a foundation created by Parliament in 2001, not respecting any of the rules about procedural fairness, not respecting what the Auditor General is saying. There is a fundamental problem. That's why we're standing up for democracy. We're standing up for justice. We're standing up for common sense, I would say. It's dangerous. Use the word dangerous. Well, because if you're doing that today, imagine what he could do to you.
or to any other organization, because we have laws in this country to protect personal freedom. You have laws in this country to protect personal information. You have rules and processes. Listen, the RCMP has processes to get documents. The Auditor General has processes to do that. And what he's saying, and they're both saying that, it's dangerous. And that's why what he's asking, that's why the rule that the Speaker made is fundamental. He said, let's study that in committee. So we will, at one time... The Liberals put it in a committee that the Liberals don't chair and don't have a majority. Well, listen, there's already a committee of the House to do that, because if you allow that... But you struck out. No, but hold on. If you allow that, you're creating a precedent. And the question is not today. The question is, what about in the future? What if he goes after you after? What if he goes after your organization after? What if he goes to any other third-party organization? What about if it's your personal file? What about if it's your file that he wants? Does that mean that Parliament is sovereign that can ask, that they would have your file? And files of employees of your organization that have left? You're talking about an organization that no longer exists. You're talking about an organization where the chair has resigned, where the board has resigned. You're talking about an organization for which you have 4 independent reports. We got to the bottom of this. You have 2 law firms, an auditor general, and an accounting firm that look at that. The RCMP has access to everything that they need. And it's not me saying that, it's the commissioner. So we're standing up for democracy. We're standing up for people. We're standing up for rights. Because if you allow that to happen, it's not today that I'm concerned about. It's what may happen in the future. That's why it's dangerous, because you're creating precedent like that. And if you allow that to happen without being challenged, because this is the type of person who's not used to be challenged. If you're not standing up and he's wanting to take on the speaker, imagine if it's you next time. That's why I'm concerned. Écoutez, on doit regarder avec les autres partis parce qu'à la fin, je pense que les Canadiens et Canadiennes sont toujours à comprendre le gros bon sens. Les gens voient ce qui se passe, ils savent qu'il y a eu des enquêtes, ils savent que la vérificatrice générale fait son travail, ils savent que la GRC a accès à ces documents-là, et ils savent aussi que le président a émis un ordre de la Chambre qui dit envoyer ces documents-là pour être étudiés en comité parce qu'il faut... Well, listen, I think that now it's up to the Bloc and the NDP to really stand up for democracy, to stand up for rights, because, it's not just about today. That's why I'm saying this is so fundamental to our democracy, is that if you start allowing... Well, listen, what we need to do is to get back. We got to the bottom of this, now we need to get back to work. That's what Canadians expect. Quand vous dites que c'est au Bloc et au NPD de se tenir debout, dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est que c'est au Bloc et au NPD d'appuyer une motion d'allocation de temps? Il faut passer à d'autres choses. C'est clair qu'à un moment donné, le Parlement doit fonctionner. Et comme je dis, quand vous avez deux piliers de notre démocracie, la vérificatrice générale et la GRC qui disent, écoutez, nous, on a fait notre travail, on sait comment faire les choses, on n'a pas besoin de cette j'allais dire, manigance du Parti conservateur, de politiser. Parce que ce qu'on est en train de faire, pour les gens qui nous regardent à la maison, c'est sûr que c'est préoccupant. On veut politiser le travail de la vérificatrice générale, puis on voudrait s'immiscer dans des affaires de police. Vraiment? En 2024, on a des institutions pour faire ça. Et c'est pas moi qui le dis. Allez voir les lettres qui ont été émises par la vérificatrice générale, par le commissaire de la GRC. Si les Canadiens savaient ça, puis voyaient ça, ils se poseraient des questions. Et c'est là que je reviens pourquoi c'est dangereux, parce que c'est des précédents qui nous amène, c'est pour ça qu'on a une charte des droits et libertés, parce que les citoyens ont le droit d'avoir leurs droits respectés. Just on negotiating with the Bloc when it comes to OAS, the P2's doing well in Quebec right now. Do you have any concerns about giving something to the separatist party to prop your government? Well, we've been there for seniors and will always be there. The choice we made at the time was that if you look at those who are 75 and above, there are people who, at this portion of life, mainly women at that time, of that generation, which have much lower income. So at the time, we made a choice to say, we need to give more to those who are in need. And those are people which are largely 75 and above. That's a choice we made, and seniors understand. If you look at the dental program just in Quebec,
you have 800,000 people who have already signed up. So I would say seniors know we have their back. Seniors also want us to help those who are much in need, and that's what we did, and that's what we'll continue to do. On se voit tantôt. Oui, merci. Bien, il faut que les gens comprennent, et les conservateurs en particulier, comprennent que la GRC a déjà dit qu'il était risqué et irresponsable de mêler la politique partisane avec le travail important de la GRC. La GRC a dit que tous ces travaux partisans, tous ces jeux politiques à la Chambre des communes nuisent à sa capacité de faire son travail. Alors, il faut que les conservateurs comprennent ça, puis il faut que les bloquistes et les gens du NPD le comprennent aussi pour qu'on puisse passer à autre chose. Sur C319, je suis un peu confuse parce que vous avez dit hier en point de presse, je m'en rappelle bien avec Mme Freeland, qu'il y avait des discussions qui se faisaient avec le Bloc, avec le NPD, tout ça. Ce que nous dit M. Blanchet ce matin, c'est qu'il n'y a pas de discussion, donc on ne sait pas trop qui croire. Bien, c'est pas vrai, parce que mon caucus, y compris Mme Freeland et d'autres membres du gouvernement, ont eu ces conversations il y a à peine quelques jours. Et on continue à les avoir régulièrement parce que nous sommes un gouvernement minoritaire pour faire des bonnes choses pour les Québécois, pour les aînés, pour les enfants, pour le logement, pour l'environnement. Ça nous prend l'appui des partis de l'opposition. Et M. Blanchet dit que peu importe l'immobilité qu'on constate à la Chambre, il ne va pas changer son ultimatum du 29 octobre. Est-ce que vous trouvez qu'il est intransigeant? Je pense qu'il devrait focaliser sur l'importance d'aider les Québécois, y compris les aînés vulnérables. Au lieu de faire des menaces, il devrait passer plus de temps à travailler avec nous pour voir comment on peut mieux aider les aînés. C'est pas en aidant des gens comme moi ou comme lui, dans quelques années, qui vont avoir de très bons fonds de pension. C'est pas en nous aidant, nous, qu'on va aider les aînés les plus vulnérables. Donc, il doit, je pense, regarder attentivement ce qu'il a proposé comme projet de loi et travailler avec nous comme pour savoir comment mieux faire pour aider les aînés les plus vulnérables. On our way, yes, the Bloc has just come out and said, Mr. Blanchet has said that there's no negotiating. He wants the 10% increase for seniors 65 to 74. You said that's the wrong way to do anything. Should we interpret that there's no deal to be had between your government and the Bloc organization? I think there will always be a need for deals to be had, including with the NDP and the Bloc, because we are in a minority situation. We can't do the good things that Canadians expect of us to do if the opposition parties don't work with us. So the Bloc leader has said he doesn't want to talk to us anymore, but his members are talking to us. We have had discussions and meetings with Bloc and NDP members of Parliament over the last few days, and we'll continue to have that, including on the importance of supporting better vulnerable seniors. So you're trying to run around the leader. It seems like he doesn't want to play ball, but you're trying to get members of his caucus to try and get on side with the proposal that you put forward? No, we talk to everyone. And I suppose the Bloc members talk with each other as well. We talk to everyone on the other side who are interested in making this country and this government better able to support Canadians in a time of need. Now we see what's happening on the planet, how challenging the situation is. Canadians expect members of Parliament and the Bloc and the NDP members of Parliament in particular to work together and collaboratively. OK, thank you. Juste sur le TGV, est-ce qu'on va voir un TGV Canada, Québec et Toronto? Bien, je me suis déjà exprimé là-dessus la semaine dernière. Mes collègues l'ont fait aussi, la ministre des Transports évidemment aussi. Ce que je disais, c'est que la différence entre un TGF et un TGV est une différence qui, d'après les rapports de via TGF, c'est une différence qui est relativement modeste. Maintenant, il faudra voir, dans le sens que un TGF avec des voies dédiées, en évitant des entraves à la circulation lorsqu'on passe à travers des passages à niveau, un TGF peut avoir des trains qui vont à une vitesse très importante, qui se rapproche de la vitesse des TGV qu'on voit ailleurs dans le monde. Donc, ça devient une question de choix. Où est-ce qu'on veut être exactement? Est-ce qu'on veut être un TGF qui fait circuler des trains très rapides ou un TGV qui fait circuler des trains encore plus rapides? Bien, c'est sûr que moi, mon scénario préféré, c'est d'avoir le meilleur système de transport possible pour les Québécois et pour les Canadiens. Évidemment, il y a toutes sortes de considérations techniques, de génie civil, de parcours, parce qu'il y a des différences entre les parcours que pourrait emprunter le TGF et le TGV. Donc, toutes ces considérations qui requièrent des analyses techniques substantielles. Mais c'est sûr que pour moi, de Québec, là, un train qui va aller vite et qui va être fréquent entre Québec et Montréal, en passant par Trois-Rivières, même à Ottawa et à Toronto, ce serait une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci.
the RCMP commissioner wrote to your committee, correct, in the summer to give his thoughts on whether or not they should be following through with this motion. The point is, the RCMP police officers in this country have tools to use. If they need documents, they can get a warrant. They have all the information they need. We don't interfere in police investigation. Obviously, this is a ploy by the Tories to not move anything in the House. But let's have some decency and let's have some respect for democracy. The RCMP has every tool in their hands to get documents should they choose to want documents. What's at risk? And why wouldn't the government just say yes and hand over the documents if the RCMP just can decide what to do afterwards? I mean, if the RCMP wants certain documents, they can do so through various means that they've had for the last 100 years in this country. En français. Ouais. Cette partie d'un comité, vous avez pu interroger les gens de la GRC à ce sujet-là? Ben, j'étais pas là à ce moment-là, mais le point, c'est que la police a tous les outils nécessaires. On va chercher un mandat si on a besoin d'un mandat. On va devant une cour. On a un processus judiciaire au Canada, au Québec, et on doit respecter ce processus-là. Mais la Chambre n'intervient pas dans des procédés criminels. Ça, c'est à la police à faire sa job. C'est pas à la Chambre à faire ça. Puis j'ai un gros problème avec ça. Il faut continuer à séparer ce qui est la justice et le parlementaire. Mais la GRC, elle a accès à des documents qui sont caviardés, n'est-ce pas? Alors... Non, la GRC, si elle a besoin, peut aller devant un juge, peut aller commander un mandat, elle peut aller à TDC si elle veut, aller chercher tous les documents qu'elle veut, mais elle doit le faire. La GRC, j'imagine, je ne suis pas policier, mais j'imagine qu'elle suit la preuve, et là où la preuve va les mener, elle va aller chercher la documentation qu'elle a besoin. Mais ce n'est pas à la Chambre à donner des documents à la GRC. Il y a deux processus séparés. Ouais. Ça serait moins un problème si on ne donnait pas les documents à la GRC, mais là, en ce moment, on donne ça à la GRC, j'ai un problème avec ça. Just to flip this a little bit, regardless of the premise of the motion and whether or not it's proper, there was still an order from Parliament for the government to turn over documents, and that's the basis of this privilege. You're not setting a bad precedent by ignoring an order of Parliament and not handing over these documents. Well, Parliament could pass a motion that the sky is blue, but at the end of the day, parliamentarians need to do their homework and need to respect basic democracy, basic values in our democracy system. The point is, RCMP has the tools it needs if should they choose to want some certain documents. It's not up to Parliament to give that to the RCMP. The RCMP has tools. They have to go in front of the judge, get a search warrant if they want to, but that's not up to me to decide. Thank you so much. Bon, quel rôle pourrait jouer le gouvernement du Québec dans la redéfinition du mandat de Radio-Canada? Bien, premièrement, je voudrais rassurer Mathieu Lacombe, parce que c'est pas Ottawa qui revoit le mandat du CBC Radio-Canada, c'est une Québécoise qui était au front entre 2012 et 2015 pour décrier les coupures du gouvernement Harper de 115 millions qui ont vraiment menacé et fragilisé le diffuseur public partout à travers le Canada. Donc, je comprends très bien l'importance de Radio-Canada pour les Québécois, pour la langue française, puis c'est ça que j'ai en tête quand je réfléchis à l'avenir de notre diffuseur public. Et la deuxième chose que j'ajouterais, c'est que si Mathieu Lacombe s'inquiète de l'avenir de Radio-Canada, il devrait peut-être en parler avec son parti puis avec son boss, parce qu'en donnant son appui à Pierre Poilievre et aux conservateurs, il donne son appui à un parti qui veut tout simplement fermer CBC Radio-Canada, le définancer et congédier les 9000 personnes qui travaillent là. Donc ça, c'est mon message. Puis sur le reste, ça va me faire plaisir de vous en parler quand je vais être prête à annoncer. Mais ça, c'est au niveau partisan, mais au niveau concret. Quel rôle le gouvernement du Québec pourrait jouer? C'est pas partisan. Ça, c'est la défense d'une institution qui est fondamentale pour le Québec. Et on a un choix clair entre un parti, le Parti libéral, qui a toujours défendu Radio-Canada, qui a mis l'argent qui était nécessaire pour qu'il soit capable de remplir son mandat, alors que le Parti conservateur, depuis Harper, tout ce qu'il veut, c'est le fermer. Alors, c'est important que le message passe qu'en appuyant les conservateurs, on s'attaque à Radio-Canada. Mr. Wasson, on the Jasper response, the Alberta Deputy Premier and Senate Committee that believe that Alberta just took on an advisory role while responding to that. What's your response to that, Chris? I don't understand what an advisory role means. The unified command was a completely unified command structure. I was there twice when we were responding to the fires, and even
Todd Lowen, Minister of Forestry, said it's the best unified command structure he's ever seen. And I was at the command structure that we used for Fort McMurray. So the focus now is on rebuilding Jasper, and I look forward to seeing Mayor Ireland again very soon. I spoke with him last week, and we got some historic work done here in Parliament with the unanimous consent motion so that Jasper has the same municipal powers that Banff has, and that's critical so that we can get Jasperites back on their feet. And what are you going to be talking about tomorrow when you're out there? So tomorrow is a full day in Jasper, and look, this role that the Prime Minister's asked me to play in terms of ministerial lead is important, but it's a whole-of-government approach. We learned some lessons from Lytton, we learned some lessons from Fiona. We're going to apply those lessons in Jasper, and we want one of the world's greatest national parks to come back, and people are still hurting. They're out of their homes. Businesses are reeling, and so I'm going to meet with Mayor, I'm going to meet with Council, I'm going to meet with officials on the ground from Parks Canada. My job is to make sure that I understand everything that the Mayor and Jasperites in the park need to get back on their feet, and then to coordinate and collaborate with my colleagues here to get the work done. Monsieur Boissonneau, Oui. j'aimerais savoir quelle est votre lecture de la deuxième question de privilège que les conservateurs ont placée au feuilleton? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième question, et c'est une question que quand les témoins sont demandés de partager des informations, c'est important qu'ils en partagent. Moi, j'ai partagé toutes mes informations avec le commissaire à l'éthique et on s'attend que les témoins font la même chose. Alors, ça sert à quoi cette question de privilège à vos yeux? Mais ça, c'est une Quel est question. leur objectif? Ça, c'est une question pour les conservateurs. Selon moi, c'est pour essayer de démontrer que le Parlement est brisé. Ce n'est pas le cas. C'est un gouvernement minoritaire. On a déjà vu des gouvernements minoritaires. On sait comment les gérer. Et regarde, c'est tellement bizarre que maintenant, les conservateurs sont en train de faire des objections à leurs propres objections. Ils se sont tournés en rond juste pour bloquer le Parlement. Et pour moi, c'est des jeux politiques. Et notre focus comme gouvernement, c'est livrer pour les Canadiens. David, your question is one that I will be working with Mayor Ireland on. We need to make sure that we get temporary housing set up as soon as possible, but it has to be done safely. Safety first. That's the same thing that applies to tourism, same thing that applies to business recovery. As soon as it's safe to get people back into their homes and into temporary residential structures, we'll do that. It's a conversation that I've had with Minister Nixon in the government of Alberta, and so my job tomorrow is to go and do as much fact-finding as I can so that we can get moving on something very important, which is temporary housing. What do you think is Last question, guys. The Premier's comments that they had only taken on an advisory role in the response. Why do you think he said that? I don't know, but I'll find out when I meet with him next. Thanks, everyone. En position de M. Legault. Ben, je pense que vous savez ce que j'en pense. D'abord, je ne sais pas à quoi ça sert d'aller à Paris, faire la baboune, puis pester sur les demandeurs d'asile. Je pense qu'on se doit, quand on est à l'étranger, de se comporter en homme d'État. J'estime qu'il ne l'a pas fait, contrairement au premier ministre. Donc, d'abord, il y a une place pour avoir ces discussions. Pour moi, c'était maladroit de le voir aller, en tant que Québécois, de le voir aller de la sorte. En ce qui a trait aux propositions, je pense que c'est difficile de comparer la France à ce qui existe au Canada. On a nos propres défis. Puis je suis prêt à les relever, même s'ils demandent la démission du premier ministre, la décision de notre gouvernement. Bon, dans l'intérêt des Québécois, des Canadiens, on se doit de travailler ensemble. J'ai une bonne relation, même si je ne suis pas d'accord avec Jean-François Roberge, mais je suis prêt à faire des avancées. Il y a eu des avancées, c'est difficile de le nier. Vous avez tous vu la lettre qu'on a envoyée. Les arrivées à l'aéroport Trudeau de gens qui demandent l'asile ont baissé de façon nette depuis plusieurs mois. On est prêt à déployer de l'argent aux provinces qui sont prenantes pour accueillir les demandeurs d'asile. Mais en tout humanisme, humanité, pour ces gens qui, plus souvent que non, oui, fuient la guerre, l'oppression dans leur propre pays. Donc, oui, il faut traiter les gens comme des humains. Puis je suis prêt à le faire. Dans vos négociations avec ce qui se passe à Québec, est-ce qu'ils reconnaissent qu'eux aussi, ils ont du travail à faire pour notamment les demandeurs de permis d'études qui se transforment en demandeurs d'asile? Est-ce qu'ils se reconnaissent qu'ils ont une partie du travail à faire? Oui, en privé, plus en privé qu'en public. Ils savent très bien que l'immigration, c'est une juridiction qui est partagée, puis ils ont une responsabilité. C'est le gouvernement Legault, depuis 2019, qui a triplé dans plusieurs enveloppes les résidents temporaires, pour plusieurs raisons. Mais
Ce que je ressens, puis ce qu'on voit tous, c'est que M. Legault, plus souvent que non, fait des amalgames malaisantes, confond les demandeurs d'asile avec un réfugié qui a droit à la protection, confond avec un immigrant économique, des parents, des grands-parents en quête de réunification familiale, des Québécois qui sont déjà ici. Donc c'est un discours qui n'est pas très précis, pour des fins que j'estime, que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour des fins politiques, mais on se doit de travailler ensemble sans compromettre nos principes. What do you mean by Mr. Legault faire la baboune in Paris? What do you mean? I don't know how to translate Yeah, faire la well, baboune I'm not in gonna English. translate it, that's for sure. What do you say? It means sulking, or I don't know how you translate that off. Well, what do you think he's doing? I mean, I don't think it's helpful to go in Paris and talk about matters that are really domestic in nature, and ones where, in particular, you have to behave like a statesman. And to go, I don't know what the French's approach to hearing him talk about issues that are very important to Canadians and to Quebecers, but are really ones for his own domestic politics. I think, as a head of state, a head of government in a particular province, you owe it to Canadians and to Quebecers to behave on the world stage in a way that I think that is appropriate. I think that's been called. I don't need to go back on that, but I think people see it for what it is. well, when you talk about domestic politics that he's doing, I mean, is he doing beyond that fanning flames of resentment in Quebec against immigrants? I've said quite publicly that I think these are for political motives, and I think in this case, when we are dealing like other countries with record numbers of asylum seekers, there is absolutely a federal responsibility. I don't want to deny that, but also in the case of a federation like Canada, responsibility and a jurisdiction of all provinces to act in a way that respects our international conventions, respects domestic law, and not to weaponize it and not to politicize it. More often than not, these people are indeed legitimate asylum seekers, are in need of protection. When they get that protection, we have to treat them with dignity at all stages of the process, including proper due process. Can we do a better job at making sure that the flows that come in are not of people that don't have a legitimate right to claim asylum? Absolutely, and that's work that's ongoing, and the federal government has some clear responsibility. But the best way to do that is to diffuse it and not sort of import what we're seeing to the south of us in the political debates and try and make that about getting someone elected or re-elected, and that applies to every single premier, as well as any political aspirant to the Prime Minister's office. Qu'est-ce que vous pensez des propositions que la presse rapporte ce matin comme pour encourager les demandeurs d'asile à aller dans d'autres provinces, en diminuer l'aide sociale que certains reçoivent, leur payer le trajet en autobus? Qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là? La question, puis sans les avoir révisées moi-même, je pense que ces discussions-là sont des discussions qui doivent se faire en privé avec les ministres qui ont ces compétences de pouvoir négocier avec le gouvernement fédéral. Mais je pense évidemment qu'il faut y aller avec une analyse d'humanité puis de respect pour ces gens-là. Évidemment, les incitatifs qui puissent exister, on est prêt à rencontrer les provinces pour leur donner plusieurs incitatifs puis leur pousser à faire leur juste part en ce qui a trait à l'accueil des demandeurs d'asile. Pensez-vous, M. Miller, que le gouvernement doit bannir le groupe Samidoun, comme M. Poilievre a demandé hier, et pensez quoi qu'il y a des gens ici qui ne se gênent pas pour appeler à la mort au Canada puis à brûler le drapeau canadien? Mais c'est immensément... ça m'horripile. C'est dégoûtant de voir ça. Il y a quelques règles aux manifestations pacifiques qu'on doit respecter. Je pense qu'elles sont assez évidentes. On ne casse pas les choses. On ne s'en prend pas aux autres, surtout les policiers. Puis on n'incite pas à la haine. C'est très clair. Sans ça, c'est des manifestations qui n'ont pas droit à cette liberté d'expression. Je trouve ça horripilant de voir ça. C'est dégueulasse. Puis c'est aux autorités, évidemment, de sévir, le cas échéant. J'ai aucun respect pour la prise de position que prend Samidoun ces jours-ci. Can you give us an update on the Gaza temporary residence program? How is that going? Sure. Frustratingly slowly. We have had limited progress as several hundred people, Gazans, have been able to come here with their families. We have made the commitment publicly to families to bring 5,000 Gazans to safety. To those that have been able to reach Egypt, sometimes by paying exorbitant bribes to third parties, they have to go through a security process, and our priority is to make sure that this is done in a way where
where people are dealt with respect and respecting the security protocols before getting to Canada. We are supporting families when they're here, but it has been painfully slow, obviously because of the inability to get people out through the Rafah gates and the tragedy that continues to go on in Gaza. It doesn't mean we give up, and we are putting lots of resources into making sure that we are doing things the right way, and we'll continue to make sure that people can gain safety and that families that are here that are looking for their loved ones will have that opportunity. Where are you at on Lebanon, a similar kind of immigration pathway for people who aren't currently permanent residents or citizens? So a couple of things, Tonda. Internally, we are accelerating cases to make sure that the processing of people with ongoing applications to become permanent residents is given priority. Right now, if and when there is an evacuation on a scale that we have a plan in place for, it would be one that prioritizes permanent residents and Canadians foremost. Right. So, but in terms of like the acceleration, it's only people who have applications in process. Have you made a decision to accelerate them, or you're just getting ready to, or what? No, we've been doing that for several months. And no other special program, in other words, to open up? The priority in this case, Tonda, is Canadian citizens and permanent residents. Thank you. Yeah. Pierre Poilievre dit que le gouvernement libéral enflamme l'antisémitisme au Canada. Vous répondez quoi? Je trouve que ça, c'est très mauvais de dire. Je crois que le gouvernement libéral est très sérieux d'attaquer au antisémitisme. Ça, c'est la raison que le Premier ministre m'a nommé son conseiller spécial. Et ça, c'est un problème très grave au Canada. Et je prends ça de très au sérieux. Ça devrait être quelque chose de non partisan. Et tout le monde devrait attaquer l'antisémitisme. Ce qui a été dit dans les manifestations est complètement inacceptable au Canada. Et on va continuer de lutter contre l'antisémitisme. Les montants qu'on a annoncés, le 65 millions la semaine dernière, pour les institutions au Canada, les églises, les synagogues, ça c'est quelque chose de très important. Et aussi de l'Esti Samadoun, ça serait très important pour la communauté. Let me just say that in English. So, anti-Semitism is a really serious problem in this country, and it should be a non-partisan issue. The Jewish community deserves all parties to fight against anti-Semitism. That is exactly why I brought the motion to the Justice Committee earlier this year to do a study on anti-Semitism. That's where we're going to do a response that will be brought out in a report that I hope will be unanimous, that will talk about all the places we need to tackle anti-Semitism at universities, the demonstrations where there are horrendous things being said, and making sure that we do list Amadun, which is an important thing. I'm good. Thanks, guys. Have you talked about the Speaker's ruling? Because you're able to now be recognized in the House of Commons. And do you think it's fair that you had to wait a number of months to be able to be recognized, and Pierre Poilievre will be silenced for a day? And I feel vindicated that I'm able to speak again without having to retract or apologize for what I said on March 20th. But I am disappointed in the Speaker's ruling. I don't think it is fair. I think what Pierre Poilievre did broke the rules, and he lied, and he needed to face a consequence for that. What I did not break the rules, and I was telling the truth about something important for Canadians to know. So his punishment, Pierre Poilievre's punishment, should have been at least as severe, if not more severe, than what I received. In the end, he got 1 day, and I was silenced for 6 months. Pourquoi vous pensez qu'il y a un double standard? Je ne sais pas, il faut demander au président de la Chambre cette question, mais ce qui est clair, pour moi, je pense que M. Poilievre, il y a un double standard dans la Chambre, non seulement avec cette décision particulière, mais en général. M. Poilievre est constamment là dans la Chambre à insulter d'autres députés, à dire des choses, à mentir, à dire des choses inappropriées. Il fait des liens entre d'autres députés et les dictateurs, avec des organisations terroristes. Il a même dit une fois que le Premier ministre collabore avec Vladimir Poutine pour tuer des Ukrainiens. C'est des exemples, il y a d'autres. Et la plupart du temps, il n'y a aucune conséquence. Aucune. Parfois, très rarement, comme dans ce cas-là, il y avait une conséquence, mais même quand il y en a une conséquence,
il y a un double standard. Lui, il reçoit une journée où il ne peut pas parler dans la Chambre. Moi, par exemple, c'est 6 mois. Do you still have that full confidence in Mr. Fergus as Speaker, considering what you're saying, a double standard is in place? What I think is that, like, we have to remember a few things. One is that the ruling against me actually wasn't made by Speaker Fergus. It was made by Chris d'Entremont, who was the Deputy Speaker and a Conservative. And it was done, and he told me so after that debate on March 20th, that it was done because he felt pressure from Conservative MPs. So effectively, I was silenced because Conservative MPs didn't agree or didn't like what I had to say. So I think we have to remember that. So when you ask the question about Speaker Fergus, I would say that I think it's not just on Speaker Fergus. I think it's on Speaker Fergus. I think it's on Chris d'Entremont. But I think it's also on Pierre Poilievre. The leaders of parties need to show leadership. With responsibility, with leadership comes responsibility. And Pierre Poilievre is not doing that. As I was saying a moment ago, Mr. Poilievre is consistently breaking the rules of the House, consistently calling MPs names, consistently tying them to dictatorships or terrorist organizations or others. And in most of those cases, he faces no punishment at all. In those rare cases like this one, where he faces a punishment, then he gets 1 day, and I'm silent for 6 months. And I will tell you that I believe that if I hadn't been punished, and if I hadn't held out, because I refused to retract what I said 6 months ago and apologize, then I suspect that Mr. Poilievre would have faced very little punishment, if any at all, for what he said the other day. So I do think... But the end of Mr. Fergus is still the Speaker, and he was the person who rescinded your punishment yesterday. He could have did it 5 months ago, 6 months ago. Is that still not on him to have allowed you not to speak for this period of time? I think that's correct. But I think it was on Chris d'Entremont to rescind his ruling. It was his ruling. It's his to rescind. Do you have concerns about What do you think needs to happen then? Specifically to Pierre Poilievre, should he be kicked out of the House for 7 months like you? I mean, what do you want to see happen? What I wanted to see was that the punishment for Pierre Poilievre was at least as harsh as mine. In other words, the punishment that was imposed on me was that I couldn't speak in the House until I retracted or apologized for what I said. I think the same should have applied to Mr. Poilievre. Mr. Poilievre then would have the choice of whether, like I did, of whether he retracts and apologizes or whether he doesn't. But if he didn't, and that lasts 6 months or a year or more, so be it. But the punishment should have been at least equal, if not more severe, given what he did was far more severe. Can you just go back to what you were saying about how Chris d'Entremont told you that Conservatives pressured him to make this ruling? Does that concern you? I mean, is he still fit to be in this Deputy Speaker role? Look, I think that when you assess a speaker's role, deputy speaker or speaker, you have to look at the full body of their work. But I do think that I think the real problem here, the real focus, should be on the tactics that the Conservative MPs use on speakers, whether it be Chris d'Entremont or Brent Fergus or others who occupy the chair, and specifically on how Pierre Poilievre behaves in the House and the pressure tactics he applies. I mean, yesterday, after the ruling, where Speaker Fergus ruled that he has to sit out for a single day, which again I think was very, very lenient in the context of the precedents been set with me, then Mr. Poilievre was sending out fundraising emails and calling for Speaker Fergus to be fired. And to me, like, is that the kind of person we want as our Prime Minister? Somebody who A, doesn't behave, doesn't follow the rules, tries to get a double standard applied to himself, preferential treatment applied to himself, and then when on the rarest of occasions when he actually does face a punishment that's quite lenient, he refuses to accept that punishment and then calls for the person who made the decision to be fired? Is that he's doing that as the leader of the opposition. Imagine what he would do if he was Prime Minister. Like, I really think that's the question we should be asking. Is this man fit to be Prime Minister? I don't think he is. Qu'est-ce que ça veut dire justement à propos du fait qu'il utilise son courriel de financement après un jugement du président? C'est ça. Le fait qu'il a écrit ce courriel pour ramasser de l'argent pour sa campagne, c'est déjà... bon, c'est terrible, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans ces courriels, il est là à demander la démission du président de la Chambre, du président Fergus. Et ce que je suis en train de dire, c'est M. Poilievre est constamment là à ne pas suivre les règles. Rarement il est puni. Quand il est puni, la punition est très faible comparée à la punition que les autres doivent, la punition pour les autres. Et là, quand il reçoit cette punition, il n'est pas capable de l'accepter et il est là à demander la démission de la personne qui a pris
prise la décision. Je pense que c'est pas le comportement qu'on attend d'un chef d'un parti. Honnêtement, c'est pas le comportement que les Canadiens acceptent en général dans leur vie quotidienne, mais certainement pas de quelqu'un qui veut être premier ministre. Et je pense que la question qu'on doit se demander, c'est comment ça se fait. Est-ce qu'on peut accepter ce type de comportement du chef du parti de l'opposition, et est-ce qu'on peut accepter ce type de comportement de la personne qui veut être le premier ministre du Canada? Dans les minutes avant que la période des questions commence, M. Poilievre était devant les caméras et il disait, à propos de la motion de privilège et des documents, le premier ministre Trudeau doit écouter l'ordre du président de la Chambre. Et là, il se plaint de l'ordre du président de la Chambre. Vous pensez quoi du double discours? Répétez la question, j'ai pas compris, je m'excuse. À propos des documents, en Chambre, M. Poilievre, à la période des questions, disait M. Trudeau doit écouter ce que dit le président Fergus à propos de la remise des documents. Ouais. Donc, il demandait à M. Trudeau d'obtempérer à un ordre de la Cour, un ordre de la Chambre. Ouais. Et ensuite de ça, il refuse lui-même d'accepter l'ordre de M. Fergus qui lui dit « Vous n'avez pas le droit de parler » et là, il se plaint ensuite. Vous pensez quoi de son double discours? Honnêtement, je pense que Pierre Poilievre, les conservateurs, jouent des jeux politiques dans la Chambre en ce moment. Ils sont en train il y a ce point de privilège, ils sont en train de mener un filibuste de leur propre point de privilège. Donc, à mon avis, ça n'a rien à voir avec les documents. Les documents, de ce que je comprends, sont déjà dans la possession de la police. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de créer des délais dans la Chambre, de créer encore une fois de disruption dans la Chambre. Et ce disruption, ce comportement, je pense que M. Poilievre est en train de dire, écoutez, ça ne marche pas, on a besoin d'une élection. La seule personne qui ne marche pas, le seul comportement qui est mauvais, qui est inapproprié, c'est le comportement de Pierre Poilievre et de son caucus, et on le voit avec le point de privilège, et on le voit avec ce qu'il a dit à propos de la ministre Joly l'autre jour, et de son comportement en réaction à la décision de Speaker Fergus. Vous demandez qu'est-ce que vous pensez de la décision de Patrick Bonnet de se lancer comme candidat pour le Bloc québécois? D'abord, je connais très bien Patrick Bonnet. On a travaillé ensemble pendant longtemps. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je pense que d'avoir une personne de plus qui sera éventuellement peut-être élue ici à la Chambre des communes, qui se préoccupe de l'environnement et des changements climatiques, on en a besoin. Surtout devant les mensonges répétés des conservateurs sur la question climatique, sur les questions environnementales. Je ne partage pas, évidemment, ces vues sur la séparation du Québec du Canada et cette idée de penser un peu magique qu'un Québec souverain serait plus vert. Le Québec consomme aujourd'hui autour de 360 000 barils de pétrole par jour. Demain matin, un Québec souverain consommerait 360 000 barils de pétrole par jour. Est-ce que vous avez l'impression que le Parti libéral aurait dû peut-être essayer d'aller le chercher, Patrick Bonnet? Écoutez, on fait beaucoup de recrutement présentement. Je vous avouerai bien honnêtement que je ne savais pas qu'il était intéressé à se présenter en politique. Un peu surpris qu'il aille avec le Bloc. Il l'a dénoncé à de nombreuses reprises, de façon assez virulente, Yves-François Blanchet lorsqu'il était ministre de l'Environnement, notamment pour être le seul ministre de l'Environnement à avoir proposé de faire de l'exploration pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent sans bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y a juste Yves-François Blanchet qui a fait ça. Allez voir ce que M. Bonnet a dit à l'époque. C'était pas très tendre à l'endroit du chef du Bloc québécois. En entrevue ce matin, il dit que vous avez un peu les mains liées au gouvernement et que vous ne pouvez pas faire exactement tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est normal, mais est-ce que vous allez aussi loin que vous aimeriez? En fait, je vous rappellerai que M. Bonnet, dans une entrevue au 98.5, a dit que j'étais le meilleur ministre de l'Environnement de l'histoire du Canada. Alors, il a certainement apprécié une partie du travail que j'ai fait. Il a reconnu que nos émissions diminuent. Il y a un point sur lequel lui et moi, on est d'accord. Il faut en faire plus, il faut aller plus vite. C'est ce sur quoi je travaille à tous les jours. Plus difficile de faire ça quand vous êtes dans l'opposition au Bloc québécois. Je veux dire, vous ne pouvez pas travailler sur des projets de règlement, vous ne pouvez pas travailler sur les budgets, vous pouvez influencer parfois un peu certains projets de loi, mais vous ne tenez jamais le crayon. Alors, sa capacité à influencer les choses va être quand même plus limitée. Mais le fait qu'il choisisse le Bloc pour poursuivre sa lutte contre les changements climatiques, est-ce que ce n'est pas un peu un désaveu sur le bilan de votre parti? Je pense pas. Je vous inviterai à regarder plusieurs des commentaires que M. Bonnet a fait sur notre plan de lutte au changement climatique, sur le fait que nous sommes le seul pays de G20 à avoir éliminé les subventions aux combustibles fossiles. M. Bonnet a reconnu plusieurs bons coups de notre gouvernement, tout en disant qu'on devait en faire plus. Et là-dessus, lui et moi, on est d'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Au Sénat, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on règle ça?
Bien, je veux dire, la gestion de l'offre est là, elle existe. Non, mais le projet de loi qui dit qu'on devrait l'exclure des négociations. Oui, mais je veux dire, les agriculteurs, tu sais, il y a de la politique qui se joue ici. Là, les gens qui regardent la maison savent ça. Là. Ça fait 2-3 semaines. C'est juste de la politique qui se joue ici. Là. Mais la réalité, c'est que les agriculteurs savent qu'on a toujours été là pour la gestion de l'offre. On défend, puis c'est l'occupation du territoire. On a toujours été là. Après ça, il y a la politicaillerie. Oui, mais ça, c'est de la politique. On la met de côté, puis on touche plus à ça dans les négociations. Là, ce qui se passe, là, les gens à la maison le comprennent. Marchez avec moi chez Shawinigan, vous allez voir. Les gens, ben là, vous comprenez encore mieux. Mais là, vous allez voir. Non, mais les gens voient depuis 2-3 semaines, c'est Poilievre qui bloque le Parlement, c'est Blanchette qui arrive avec des affaires qui font de la politicaillerie. Les gens en ont soupé de ça. Moi, je vous le dis. Mais il y a un projet de loi au Sénat, il n'y a pas tant que ça débloque. Il y a des gens qui comprennent. Écoutez, pourquoi vous pensez qu'ils se sont réveillés un matin et qu'ils ont pensé à ça? Pensez-vous que la gestion de l'offre, ils ont inventé ça? Ça existe depuis des décennies. Okay. Alors, ce que je vous dis, c'est que les gens à la maison savent qu'on est là pour la gestion de l'offre, savent qu'on a travaillé avec les agriculteurs. On était là pour les compenser aussi quand il y a eu la question du NAFTA. Ce que vous voyez là ici, les gens le savent à la maison, là, ce que vous voyez seulement, c'est de la politicaillerie. Vous avez quelqu'un qui se lève un matin et dit « Oh mon Dieu, la gestion de l'offre ». C'est pas François Blanchette qui a pensé à ça. Il y a un projet de loi présentement qui est au Sénat et il y a 2 sénateurs qui le bloquent. Est-ce qu'il est temps que ce projet de loi-là débloque et passe au Sénat? Et êtes-vous prêt à faire pression sur ces gens-là? Je respecte le travail du Sénat. Vous savez, d'un côté, on nous demande le Sénat doit être indépendant, puis d'un autre côté, la politicaillerie nous dit faites pression. Ça marche pas. On peut pas avoir les deux. Vous êtes correct avec le blocage? Non, mais je veux dire, ce qui se passe au Parlement, là, c'est de la politicaillerie ces jours-ci. Les gens le voient avec Poilievre qui bloque les travaux, voient avec les partis d'opposition. Les gens nous envoient ici pour travailler, faire des choses sérieuses. Les gens disent le Sénat est indépendant. Est-ce que ça vous nuirait au niveau international de vous enlever cet outil de négociation-là qui est la gestion de l'offre? Moi, ce que je vous dis, c'est que les agriculteurs, nous connaissent. Moi, j'ai négocié. Ils savent, là. Je veux dire, faites le tour. Appelez les gens dans le milieu, là. Pas la politicaillerie d'ici, là. Pas des gens qui sont ici pour faire de la politicaillerie. Demandez à des vrais agriculteurs. Ils sont là sur le terrain. Ils savent. Ils étaient aux négociations avec moi dans le temps. Est-ce que ça vous nuirait? Alors, ce que je vous dis, c'est que si on enlève la politicaillerie, les gens savent qu'on avance. Puis d'un côté, ils nous demandent que le Sénat soit indépendant. Ils veulent qu'on intervienne. On ne peut pas faire les deux. Ben, les gens de l'UPA sont là cet après-midi là, sur la colline. Tant mieux, je les connais toutes. Ça va bien? On va se voir. Je les connais toutes. Ça va être bon. Monsieur, j'aimerais ça vous parler, s'il vous plaît, de la gestion de l'offre et du projet de loi qui est au Sénat présentement, qui exclurait la gestion de l'offre des négociations internationales. D'abord, ça en partant, est-ce que c'est un bon concept? Ça en partant, c'est quoi? Est-ce que c'est un bon concept? Est-ce que c'est une bonne idée de dire à nos négociateurs qui vont faire des négociations internationales, la gestion de l'offre, c'est pas sur la table? Oui, c'est ce qu'on a décidé. Le gouvernement libéral a été celui qui a mis en place la gestion de l'offre il y a longtemps. On a toujours défendu la gestion de l'offre. Puis on est rendu à un point avec ce qu'on a vu aux États-Unis dans les dernières années où il faut défendre ça aussi à l'international. Donc cette question est réglée. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on encourage le Sénat à faire le travail qu'il doit faire. On sait que ce sont des sénateurs indépendants. Puis on en est très fiers. Les Canadiens apprécient que le Sénat soit indépendant. Toutefois, on compte sur leur efficacité et leur diligence pour analyser correctement ce projet de loi. Mais il y a des gens qui disent que ça bloque en cause de 2 sénateurs seulement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça débloque? Bien, ce qu'on peut faire, c'est leur dire que les Canadiens regardent, les Québécois sont attentifs, les gens apprécient que ce sont des gens indépendants, des sénateurs indépendants, ça les aide à faire un meilleur travail. Ils n'ont pas besoin de venir au caucus du Parti libéral pour se faire dire quoi faire. Toutefois, ils ont aussi besoin de démontrer qu'ils sont diligents et efficaces pour faire en sorte que cette gestion de l'offre, cette gestion de l'offre soit protégée au Canada, étant donné que toutes les menaces qu'on voit sur la planète, y compris au sud de la frontière, lorsqu'on a besoin de développer de nouvelles relations commerciales. Mais là, ça fait partie des négociations, ou en tout cas de l'ultimatum, de ce que demande le Bloc québécois d'ici le 29 octobre. Le temps presse au Sénat, là. Bien, évidemment, M. Blanchette fait des menaces, là, ce choc, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche par un processus collaboratif. Il faut travailler ensemble. On représente les mêmes fermiers. La raison pour laquelle il y a une gestion de l'offre au Canada, c'est qu'il y avait un gouvernement libéral et qu'il y a encore un gouvernement libéral au Canada. Le Bloc québécois n'aurait rien changé à ça. Est-ce que ça bloque au Sénat? Bien, nous, on souhaite, puis on l'a manifesté très clairement aux sénateurs dans les derniers jours et les dernières semaines, on souhaite que ce travail soit plus diligent, que le Sénat puisse se prononcer sur ce projet de loi. Nous, on ne peut pas leur dire quoi faire et quoi dire et comment voter, mais c'est important qu'ils assument leur responsabilité de se prononcer sur ce projet de loi. Rapidement?
le plus rapidement possible. Évidemment, ils ont leur propre processus. Nous, les députés de la Chambre des communes ne se mêlent pas de comment ça se passe au Sénat, tout comme on ne veut pas que le Sénat se mêle de comment nous, on travaille à la Chambre des communes. C'est un travail indépendant, mais c'est un travail qui doit être efficace. Trouvez-vous que ça traîne? Ben, je vous avoue qu'on aimerait que ça bouge un peu plus vite parce que c'est important. On sait qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire aussi, mais on aimerait que ça soit plus rapide. Oui. OK. C'est tout. Merci. Merci. Merci, Christian. So I'd like to know, you could move a motion to shut down what's going on in the House. You have yet to do so. Will you? And why or why not? Well, look, the Conservatives have chosen that this is something that they want to keep debating. The Speaker ruling was very clear that we should move this to committee. So the question really is for the Conservatives why they don't want this to go to committee and why they want to keep But you could push it to a vote and get it to committee. Well, let's see what the Conservatives do today. This is really them that are filibustering their own motion in the House of Commons. Does this put work on like the Bloc's priorities and demands on your government, like in business affairs? Every day we're debating privilege. We're not debating important legislation for Canadians. Are you concerned about election then? Monsieur Boissonneau, vous avez un nouveau rôle en lien avec Jasper. Pouvez-vous nous l'expliquer rapidement? Absolument. Le premier ministre m'a convoyé la tâche de mener la reconstruction de Jasper. Il y a tout un groupe de ministres et c'est une réponse pas gouvernementale. Mais le premier ministre m'a demandé d'être coordinateur. Et donc, demain, je vais aller à Jasper. Je vais rencontrer le maire Ireland, son conseil municipal et aussi d'autres intervenants. C'est très important d'avoir la pleine idée de c'est quoi les séquencements qu'on a besoin pour reconstruire Jasper. Vous savez qu'on a eu le consentement unanime la semaine dernière pour envoyer les pouvoirs à Jasper pour tout ce qui est les responsabilités municipales, juste comme et Banff. Mais maintenant, ma tâche, c'est de vraiment prendre tous les besoins de Jasper, coordonner avec notre gouvernement, mais aussi le gouvernement de l'Alberta. On a entendu des choses en comité, là, par exemple des groupes de pompiers qui se seraient fait refuser accès au site, à venir aider à combattre les feux qui auraient été refusés. On a entendu des choses par rapport à la gestion de tout ça par votre gouvernement, comme les controlled burns, des choses comme ça. Est-ce que vous avez aussi un peu dans votre mandat de faire la lumière sur ce genre de choses-là? Est-ce que vous voulez faire la lumière sur ce genre de choses-là? Regarde, ma tâche, c'est de vraiment travailler sur la question de reconstruire Jasper. On a eu une expérience avec Lytton, et ça a pris des années. On a eu une expérience avec Fiona, et c'est une meilleure réponse. Moi, ma tâche, c'est d'avoir une réponse qui est à la hauteur de Fiona, parce que c'est une parc national, c'est très important pour nous. Et quand on parle de comment les feux de friche ont été bâtis, il y avait une structure de commande unifiée qui était une des meilleures que le pays n'a jamais vue. Et c'est le ministre Todd Lowen, le ministre de Foresterie, pour le gouvernement de l'Alberta, qui l'avait dit. Et moi, j'ai vu la structure qu'on a utilisée pour Fort McMurray. Je peux vous dire que ce que Parc Canada a fait avec la province et tous les autres ministères du gouvernement, ça a répondu à la bonne question. En ce qui concerne les pompiers de l'organisme Arctic Wildfires qui s'est présenté à la frontière pour aider, c'est une compagnie privée qui était dans l'emploi du gouvernement de l'Alberta. C'est pas capable de les accéder immédiatement, mais la commande unifiée a trouvé un rôle pour ces pompiers-là. C'est très important. Et quand on parle des approches que Parc Canada a prises, le ministre Guilbeault retient ses fonctions comme ministre de Parc Canada, mais si je peux clarifier les affaires, c'est ça que je vais faire parce que je ne veux pas de désinformation. En ce qui concerne la reconstruction de Jasper, les gens de Jasper s'attendent qu'on fasse les bonnes choses avec la province pour les aider à se réinstaller dans la ville, mais aussi que les entreprises reviennent et que les touristes peuvent retourner quand c'est sauf et sain à le faire. I'm curious as to why this requires what's effectively a ministerial position. Like, is this the way forward, that every time there's a major natural disaster, the MP vaguely for the area is going to be put in charge of fixing it, or what's... Yes, I don't think it's so much a municipal, it's not a new ministerial position. Right. What the PM's asked me to do is be the lead of the ministers to do the coordination and collaboration inside the shop. And the letter that I received from the Prime Minister means that I have support in the Privy Council office. It means that I have support in the Prime Minister's office. And it means that there will be a number of ministers that will be responsible for meeting regularly to do that. It doesn't mean we can't bring other members around the table, but you can imagine Minister Fraser is going to be very important. Minister Van Dal for Prairies can. Minister Hutchings, because of her experience with Fiona. Minister Sajan's going to be really important. Minister Guilbeault, because of Parks Canada. So, look, it's a collaboration and coordination role. And as the Alberta Minister, it's really important that I'm able to do that work with a number of ministers at the provincial level so we can get the work done. But so, as a for example, so then should not have Minister Hutchins been assigned this in the aftermath of Fiona? Like, what
Is this a new template going forward for disaster management? And what is I'm missing something. So we can't go back to the past. We're doing this time because we see the importance, and because the fire took place in a national park, we have a particular responsibility as a federal government, and so we're taking this move now. I can't speak to the future. Merci. Quelque chose à entendre sur les langues officielles. Juste rapidement, le commissaire aux langues officielles déploré ce matin le manque de financement des organismes, appelle le gouvernement à faire davantage. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Oui, un plan d'action avec 4,1 milliards de dollars, une bonification de plus d'1 milliard de dollars, et les organismes vont être contents parce que la deuxième moitié de leur bonification est en train de sortir du gouvernement du Canada. On parle des millions de dollars pour les organismes à travers le pays, et je sais que j'ai des opportunités de parler avec l'AFO, la CFA et la FCFA qui s'en viennent, et je respecte les commentaires du commissaire. Sachez que c'est la plus grande somme d'argent qu'on transfère aux organismes dans l'histoire du pays. Merci tout le monde. Have a good day. I mean, it's a bit of a political one. It's about what's happening in PEI. I don't know if you heard, but Natalie Jameson is running. Are you worried? No. She's one of 3 people who have indicated their intention to seek a Conservative nomination. She has good name recognition. The positive with Natalie running is that I expect it will be a clean, above-board campaign. I have tremendous respect for her, and good for her for stepping up. Okay, yeah. But I mean, from what I understand, I mean, I'm not so caught up on the politics on the island, but she is a provincial cabinet minister. Mm-hmm. She has a lot of name recognition. Mm-hmm. Obviously, you know, your party isn't doing too well when it comes to some popularity. Mm-hmm. Does that not spark any worries that you have someone so popular who is going to be running? Oh, I think you're overestimating her popularity. I ran against a former provincial cabinet minister last time who had only ever won. He won as a Liberal and switched and beat him 3-2. I mean, this... So no, I mean, she's going to have to win the nomination first. That's not a done deal either. Okay. Yeah. All right. Well, thank you for stopping. Okay. Yeah.